Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Ostracisme. Au cours de travaux archéologiques menés dans les années 1960, des archéologues ont trouvé 8500 bulletins de vote dans une décharge située quelque part à Athènes. La décharge a été datée d'environ 471 avant Jésus-Christ. Et les bulletins étaient des morceaux de poterie appelés ostraca qui étaient brisés et qui servaient durant les élections comme le ferait aujourd'hui un bout de papier. Ils n'ont pas été utilisés lors d'une élection, mais faisaient partie d'une tradition très étonnante qui serait impensable dans la société moderne, et pourtant nous en aurions vraiment besoin. Les bulletins de vote faisaient partie de ce que l'on appelait un ostracisme. Il s'agissait d'un vote par lequel l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens, prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, et cela concernait plus particulièrement les représentants, donc les politiciens. Lorsqu'ils en avaient assez de leurs politiciens, les Grecs pouvaient se mettre d'accord pour les envoyer en exil. Ce processus n'a pas duré très longtemps. Il n'a existé que pendant un siècle environ, établi dans un certain nombre de villes grecques. Mais quelle époque glorieuse! Selon l'historien James Sickinger de l'Université d'État de Floride, il s'agissait d'un concours de popularité négatif. Il s'agissait probablement à l'origine d'un moyen de se débarrasser des tyrans avant qu'ils ne s'installent au sein du gouvernement. Les Athéniens se réunissaient lorsqu'ils en avaient assez d'une personne au pouvoir qui agissait contre leur propre intérêt. Et si suffisamment de personnes votaient pour, l'homme politique n'était pas seulement démis de ses fonctions, il était également chassé de la ville et envoyé en exil. Et il n'était généralement pas autorisé à revenir pendant près d'une décennie. On en aurait vraiment besoin. Mais l'ostracisme n'est apparu qu'à l'apogée de la démocratie à Athènes et dans d'autres villes grecques. Ce siècle ne ressemble à aucun autre dans l'histoire du monde. Les citoyens avaient tout bonnement le plein pouvoir quant à la gouvernance de leur cité. Les femmes, les travailleurs asservis et même les étrangers pouvaient tous voter afin de contrôler leur gouvernement. Quiconque devenait trop puissant ou trop influent et ne faisait pas ce qu'il fallait pour les Athéniens pouvait être ostracisé. Ce système a fonctionné jusqu'à ce que les autorités gouvernementales y mettent un terme. Hélas, je suppose que c'était un 49.3 de l'Antiquité. La prostitution sacrée. Hérodote est un historien grec qui a vécu entre 484 et 413 avant Jésus-Christ. C'est grâce à Hérodote que l'on sait tant de choses sur la culture de la Grèce antique. Il a écrit un ouvrage gigantesque intitulé « L'enquête ou les histoires » et qui traite des traditions antiques depuis les confins de la Grèce jusqu'à l'Empire perse. Ce livre, vieux de 2400 ans, est une source d'informations inestimables sur les mythes, les légendes et les événements étranges de l'Europe pré-romaine. Et l'une des choses les plus étranges écrites par Hérodote dans son livre est ce que l'on appelle la prostitution sacrée. Selon Hérodote, elle était pratiquée dans le grand temple d'Aphrodite. Chaque femme de la ville devait se rendre au temple et vendre son corps à un étranger au moins une fois dans sa vie. Il n'y avait pas de montant spécifique à payer. Le premier homme qui déposait de l'argent sur les genoux de la femme faisait l'acte avec elle. Et une fois l'échange terminé, la femme quittait le temple et l'homme vaquait à ses fonctions. Et le devoir sacré de la femme était considéré comme étant accompli. Selon Suzy Limb, archéologue à l'Université College Dublin, il existe des preuves de l'existence de la prostitution sacrée qui remontent jusqu'à 8000 ans. D'ailleurs, l'historien assyriologue Jean Bottero considère que les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Inara Sumer, devenue Ishtar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles. Ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme, elles trouvent une place dans la société en servant la déesse, devenant l'épouse de tous. Et dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en akkadien, le demi-sauvage, Enkidu, modelé par les dieux, part affronter Gilgamesh, le roi d'Uruk. Celui-ci envoie une courtisane à la rencontre d'Enkidu pour l'ensorceler avec ses charmes et l'amener vers Uruk. Et dans des versions plus sumériennes, cette courtisane, en nom de Shamat, est appelée à civiliser Enkidu en l'initiant au rite charnel de la déesse Ishtar, Inanna. Cette forme de prostitution tournait toujours autour d'une déesse de la fertilité ou de l'amour. Et dans la Grèce antique, ces déesses étaient Aphrodite. Et la raison d'être de l'échange était un acte de culte.
Il s'agissait d'un rite au cours duquel les femmes vendaient leur corps pour de l'argent afin de vénérer la déesse. Ils ne le faisaient qu'une fois, mais cela suffisait à apaiser Aphrodite. Mais malgré les écrits d'Hérodote et d'autres historiens comme Strabon qui mentionnent un millier d'esclaves et de prostituées dans le temple d'Aphrodite offert par les citoyens, des débats subsistent encore. Certains contestent cette pratique, arguant que Strabon aurait inventé le concept. Des chercheurs comme Vinciane Pirenne Delforge réfutent l'existence de la prostitution sacrée à Corinthe, affirmant qu'il s'agissait plutôt de prostitution profane. Stéphanie Lynne-Budin considère cette pratique comme un mythe historiographique en Méditerranée et dans le Proche-Orient. Ainsi, l'existence réelle de cette forme de prostitution dans la Grèce antique reste très débattue. Le pugilat. Sous certains aspects, les Grecs de l'Antiquité vivaient dans une société beaucoup plus ouverte que l'époque contemporaine. Et dans un sens, leur libéralité reflétait les comportements de leurs dieux. Par exemple, Zeus dans sa quête de femme prenait diverses formes animales incarnant une nature sans restriction qui se répercutait sur leur approche du sport. Les origines des compétitions athlétiques remontent aux premières civilisations, comme en témoignent les anciennes peintures murales égyptiennes datant d'il y a 3000 ans et qui montrent des hommes se livrant à la lutte. En outre, des vestiges trouvés sur des poteries de Santorin décrivent des scènes de boxe, et ce, dès le XVIe siècle avant notre ère. Et tout au long de l'histoire, les sports de combat ont occupé une place importante avec 3 disciplines distinctes qui y dominaient dans la Grèce antique. Le pugilat, sport ancêtre de la boxe anglaise, établi comme sport olympique officiel en 688 avant Jésus-Christ, et qui différait grandement de sa version moderne. Les compétitions ne comportaient ni juges ni points, et les matchs se terminaient uniquement par un KO ou par l'abandon volontaire d'un combattant. Les boxeurs se protégeaient les mains à l'aide de fines lanières de cuir appelées imantes, et se livraient à des combats sanglants et très brutaux. La lutte, autre sport de premier plan, proposait des combats sans catégorie de poids ni limite de temps, et qui duraient souvent des heures jusqu'à ce que l'un des participants succombe hélas. Et pour remporter la victoire, il fallait jeter l'adversaire au sol à 3 reprises. Et dans cet environnement non réglementé, des tactiques comme celle qui consiste à briser les doigts étaient utilisées pour remporter des victoires. Sympa l'ambiance. Et le pancrace, une forme grecque ancienne d'arts martiaux mixtes, combine des techniques de boxe et de lutte, une sorte de MMA grec. Bien sûr sans cage et sans octogone. Les combattants pouvaient utiliser diverses tactiques telles que des balayages de jambes et des coups de pied, mais il était formellement interdit de mordre ou de crever les yeux. Heureusement d'ailleurs. La boxe, ou le pugilat plutôt, est devenu un sport olympique officiel en 648 avant Jésus-Christ, et les champions de pancrace ont parfois été élevés au rang de demi-dieux. Et Alexandre le Grand lui-même en était un fan notoire, et certains historiens pensent qu'il a introduit cette pratique lors de sa conquête de l'Asie. La damnation d'Hérostrate. Hérostrate était l'homme tellement détesté par les Grecs de l'Antiquité qu'il était interdit de prononcer son nom à voix haute. Le véritable Voldemort de la Grèce antique. L'histoire commence vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, lorsqu'un groupe d'immigrants athéniens traverse la Méditerranée et fonde la ville d'Éphèse dans l'actuelle Turquie. Leur déesse préférée était Artémis, déesse de la chasteté, de la chasse et des animaux sauvages. Ils ont construit un temple massif en son honneur, dont la construction a duré près de 100 ans. Et selon l'historien Hérodote, le temple de la déesse était tellement impressionnant qu'il est devenu l'une des 7 merveilles du monde antique, aux côtés de la grande pyramide de Gizeh et du colosse de Rhodes, entre autres. Le temple s'appelait l'Artémisian et devait mesurer près de 1259 mètres de long et près de 30 mètres de haut. Le philosophe romain Pline l'Ancien a écrit qu'il comportait 127 colonnes soutenant le plafond avec des statues massives d'Artémis. Et en 356 avant Jésus-Christ, l'Artémisian fut détruit. Notre ami Hérostrate est entré dans le temple la nuit et l'a réduit en cendres. Il était censé rechercher l'infamie à une époque de héros et de légendes. Hérostrate voulait que son nom reste à jamais gravé dans les mémoires pour son acte infâme. En gros, il recherchait le buzz avant l'époque de TikTok. Il fut capturé par les autorités de la ville qui décidèrent que la mort n'était pas suffisante
pour avoir détruit leur grand temple. Bien évidemment, il a été condamné à mourir, qu'est-ce que vous croyez? Mais en plus, Érostrate fut également condamné à un autre châtiment étrange et considéré comme étant pire que la mort, appelé damnatio memoriae, littéralement damnation de la mémoire. Et à partir de ce moment, il était interdit de mentionner son nom où que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ce châtiment était censé effacer à jamais son nom du monde. Mais puisqu'on en parle toujours aujourd'hui, oups. Médecine brute. La médecine grecque a commencé à prendre forme vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Puis, au VIe siècle avant notre ère, lorsque les philosophes ont commencé à faire de la Grèce une société de penseurs, la médecine est devenue bien plus avancée. Mais même après des siècles d'évolution médicale, tous les remèdes n'avaient pas de sens. Il suffit de penser au père de la médecine, Hippocrate, né sur l'île de Kos en 460 avant notre ère. Il a véritablement révolutionné le monde de la médecine. Et vous avez probablement entendu parler du serment d'Hippocrate, un serment prêté par les médecins qui s'engagent à soigner tous ceux qui en ont besoin. Et ce serment a été prononcé par Hippocrate il y a 2400 ans. C'est d'ailleurs lui qui a élaboré la théorie la plus bizarre, mais aussi la plus importante de la médecine grecque, mais aussi de la médecine de toute l'Antiquité. C'était la théorie des 4 humeurs. Il pensait que tout ce qui se trouvait dans le corps pouvait être expliqué par 4 substances. Le sang, produit par le foie et reçu par le cœur. La pituite, ou phlegme, ou lymphe, rattachée au cerveau. La bile jaune, venant également du foie. Et enfin l'atrabile, ou bile noire, venant de la rate. Ces humeurs correspondent aux 4 éléments eux-mêmes caractérisés par leurs propres qualités. Le feu, chaud et sec, l'air, chaud et humide, la terre, froide et sèche, l'eau, froide et humide. Et selon leur prédominance, ils vont déterminer les tempéraments fondamentaux, soit les 4 tempéraments. Les bilieux, feu, chaud et sec, et enclin à la colère. L'atrabilaire, terre, froid et sec, est enclin à la tristesse et au chagrin. Le phlegmatique, eau, froid et humide, est calme et imperturbable, garde son sang-froid, presque apathique. Et enfin le sanguin, air, chaud et humide, est d'humeur très gaie. Et selon la théorie, la seule façon de garder le corps sain était de maintenir les 4 humeurs parfaitement équilibrées. C'était un premier pas vers la médecine moderne, mais cela restait complètement erroné bien sûr. Mais pendant près de 2000 ans, la théorie des 4 humeurs a été la référence en matière de médecine. L'idée était que si quelqu'un était malade, c'était qu'il y avait un problème avec l'une de ses humeurs. Par exemple, les médecins pensaient que si une personne souffrait de fièvre ou de gonflement, tout ce qui impliquait de la chaleur d'ailleurs, elle avait trop de sang dans le corps. Et en cas de fièvre, le médecin essayait de drainer le sang pour que les humeurs s'équilibrent. Malheureusement, il arrivait souvent que des personnes se vident de leur sang à cause d'un mal de dents par exemple. L'adultère dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas autant de droits que les mythes semblent le suggérer. De nombreuses légendes sur la Grèce antique mettent en scène des femmes fortes et puissantes, en particulier les déesses de l'Olympe. Mais la vérité est que dans la Grèce antique, les femmes appartenaient aux hommes. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le mariage. En Grèce, la femme d'un homme était considérée comme son bien personnel. Si une femme était lésée, par exemple à la suite d'une agression, on considérait qu'il s'agissait d'une atteinte à la propriété de l'homme. Et même si la femme n'était pas mariée, le crime était traité comme si son tuteur avait été lésé. En quelque sorte, les criminels étaient punis comme s'ils avaient volé ou fait du mal à du bétail. Endommager les biens d'un homme est une chose, mais il y avait pire. L'agression d'une femme était par exemple moins importante qu'une femme qui était infidèle. L'adultère était considéré comme l'un des actes les plus vils dans la Grèce antique. Si une femme était surprise en train de fréquenter un autre homme, celui-ci devait être mis à mort et la femme était automatiquement divorcée. Et si vous vous demandez pourquoi les Grecs se souciaient-ils plus de l'infidélité que de la violence, tout dépend de la façon dont ils voyaient le monde. Ils considéraient l'adultère et la tromperie comme des pratiques trompeuses, ce qui pour les Grecs était pire que la violence. Les hommes grecs étaient connus pour ce que les gens d'aujourd'hui
pourrait considérer comme un comportement anticonformiste. Deux hommes, mariés ou non d'ailleurs, pouvaient avoir des aventures et c'était tout à fait normal. Les hommes pouvaient coucher avec à peu près qui ils voulaient, tant que ce n'était pas la femme d'un autre homme. L'adultère était considéré comme une tentative de rendre une femme déloyale envers sa famille, ce qui était sournois et impensable. Il y avait aussi le risque que le couple adultère produise des enfants illégitimes. Mais dans l'ensemble, l'adultère était considéré comme une menace pour la société, alors que des choses comme les agressions et les relations entre hommes étaient tout à fait admissibles. Toutefois, il est important de noter que si ces normes sociétales étaient répandues dans la Grèce antique, elles varient selon les cités-États et les époques. Par ailleurs, les documents historiques peuvent refléter les idéaux et les préjugés de l'époque, de sorte que les interprétations de ces normes peuvent varier d'un spécialiste à l'autre. Le monosourcil. Les tendances en matière de sourcils changent constamment, évoluant avec la culture populaire. Mais il y a une tendance qui n'a pas été observée depuis des siècles, le monosourcil. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui a été à la mode pendant très longtemps et qui ne le sera probablement pas de sitôt. Mais si vous aviez vécu dans la Grèce antique, vous auriez vu des monosourcils à tous les coins de rue. Les femmes d'Athènes, et les hommes d'ailleurs, étaient obsédés par l'idée d'avoir les plus gros sourcils, les plus audacieux, que l'argent pouvait acheter. Pour créer les meilleurs monosourcils, les femmes s'entraînaient à noircir leurs sourcils et les laisser pousser, puis utiliser de la suie pour les faire ressortir davantage. Et il a existé aussi de nombreuses autres tendances étranges en matière de sourcils à travers le monde. Dans l'ancienne Perse, on s'épilait les sourcils des milliers d'années avant que cela ne soit à la mode. Les femmes perses utilisaient des fils pour épiler les poils en guise de marque de l'âge adulte. Lorsqu'une jeune fille devenait une femme et lorsque les femmes étaient fiancées dans l'ancienne Perse, ils se faisaient épiler complètement les sourcils. Les Perses avaient également un faible pour les moustaches. Les hommes et les femmes avaient des conceptions très similaires de la beauté. Il était courant de voir de jeunes hommes et de jeunes femmes à la peau complètement glabre, à l'exception d'une fine moustache et de sourcils extraordinairement foncés. Et la croyance dominante chez les Grecs voulait que les personnes ayant un sourcil unique naturel, connu sous le nom de cynophrydie, soient dotées d'un attrait et d'une intelligence particuliers. D'ailleurs, le philosophe Socrate est souvent représenté avec un monosourcil proéminent dans diverses œuvres d'art anciennes. Il a été suggéré que cette caractéristique était associée à la sagesse et à la réflexion profonde. Épilation douloureuse. Se tenir devant un miroir et se raser les poils du corps n'est pas une nouvelle lubie. Depuis des milliers d'années, les gens trouvent des méthodes bizarres pour s'épiler les différentes parties de leur corps. Les Grecs étaient connus pour être obsédés par la peau glabre. Pour eux, le corps ultime était celui qui n'avait pas de poils ou presque. Ils voulaient ressembler à des statues de marbre vivantes, complètement lisses. Les hommes se rasaient le visage à l'aide de morceaux de silex très tranchants et des pinces de fortune étaient utilisées pour arracher les poils du cuir chevelu. Comme ils ne disposaient pas de pinces modernes, les Grecs utilisaient des coquillages. Ils prenaient deux coquillages, les pressaient l'un contre l'autre et s'en servaient pour arracher des poils à la racine. Ces méthodes n'étaient toutefois pas propres aux Grecs. De nombreuses cultures différentes arrachaient les cheveux et les poils en utilisant tout ce qui était à leur disposition. Mais la particularité des Grecs était qu'ils allaient plus loin et utilisaient des crèmes dépilatoires. Il s'agissait de crèmes que l'on pouvait appliquer sur tout le corps pour dissoudre les poils. Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'années, les crèmes étaient pleines d'ingrédients très dangereux. Si la crème n'était pas mélangée correctement ou si elle était mal préparée, le résultat pouvait être désastreux. La peau pouvait tout simplement être brûlée, laissant les gens avec des infections très graves, parfois mortelles. Et dans la Grèce antique, la seule façon d'être épilé était d'avoir assez d'argent pour se payer des produits de beauté, les poils étant donc associés à la pauvreté. Les Grecs, et les Égyptiens aussi d'ailleurs, idéalisaient les corps imberbes. C'est pour cette raison que les sculptures grecques représentaient des hommes et des femmes sans pilosité corporelle. On pense généralement que cela est dû au fait que les poils sont souvent infestés de parasites et que les corps sans poils étaient considérés comme étant plus propres. L'exception semble être la représentation de poils pubiens entretenus dans les sculptures masculines. Le festival de la fertilité. Chaque année, dans la ville d'Athènes,
Les gens descendent dans la rue pour célébrer un festival de la fertilité qui remonte à la Grèce antique. Et il s'agit d'une fête très particulière connue sous le nom de Phaléphoria. Et comme vous l'avez deviné, elle implique des centaines d'objets phalliques. Cette fête est en réalité une reconstitution d'une ancienne célébration de la fertilité, les Dionysies, dédiée à Dionysos, le dieu synonyme de débauche, de vin, de folie et de plaisir physique. Les participants se parent de colliers phalliques et portent des vêtements païens, défilant dans les rues comme une ode à la fertilité. Cette tradition, qui a lieu chaque année en Grèce, remonte à des milliers d'années. Les historiens suggèrent qu'il y a plus de 2 millénaires, les fidèles de Dionysos se déguisaient en satyres, participaient à des processions similaires et s'adonnaient à la dégustation de vin. La fête antique a probablement débuté dans des régions rurales, peut-être en hommage à la culture de la vigne, et pourrait même être antérieure à la déification de Dionysos. Et au fur et à mesure qu'elle s'étendait aux grandes villes, elle évoluait vers un spectacle libérateur permettant aux individus de se débarrasser des contraintes sociales et de s'immerger dans l'ivresse. Et bien que sa ferveur ait diminué, les Grecs ont ravivé cette tradition il y a environ 200 ans. Vous savez désormais comment célébrer le Beaujolais nouveau. Et ces théories sur notre passé pourraient complètement bouleverser notre vision de l'histoire humaine. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.